Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 4 Star Ball. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute première vidéo d'une série qui, je pense, va se dérouler durant toute la méta du 7-13, à savoir une du coup, série de vidéos sur les différentes listes que vous pourrez potentiellement jouer sur l'extension donc Supreme Rivalry avec le bon accent de la langue de Molière qui va bien. Je vais commencer par vous présenter le deck Sangohan, qui est un peu mon coup de cœur de cette extension. C'est, à mon humble avis, pas le meilleur deck bleu que vous allez pouvoir jouer, quoique on le verra à travers cette vidéo. Il a certains arguments qui arrivent quand même à le hisser euh, au même rang qu'un deck comme Soul Striker ou Baby. On va aborder la chose en plusieurs points. Je vais vous présenter un petit peu la mécanique du D-Leader, les différentes cartes que je joue dans ma liste, et on verra ensuite différents points de règle, puisque c'est un leader qui, de par l'unisson que j'ai décidé de jouer, va instaurer certains points de ruling que j'ai bien entendu été vérifiés et qui peuvent tourner à votre avantage si bien joué, ou à contrario vous bloquez potentiellement certains de vos plays. Et puis je vous montrerai un exemple type de main de départ à garder, et bien entendu on abordera un aspect un peu plus méta. Je vous ferai un rapide résumé moi des expériences que j'ai pu retirer de mes différents match-up, et là où je le vois avantagé ou désavantagé suivant le leader que vous aurez en face durant vos différentes parties. Alors déjà, pourquoi Sangohan? On va montrer la face directement, la face éveillée, parce que on va faire un rapide retour en arrière, hein, peut-être un truc un peu boomer, mais moi j'ai poncé la cassette. C'est la période où Sangohan est juste le personnage le plus fort de Dragon Ball Z. Il sort d'un énorme Kamehameha père-fils sur Cell. Voilà, il est au sommet de sa forme. On est sur un tournoi d'arts martiaux classique. Les pirates de l'espace, donc Boujak et toute sa bande débarquent. Il dézingue tout le monde, sauf lui, il est toujours debout et il leur met une énorme branlée, hein. Pour rappel, il va juste mettre un énorme chassé d'Ambido qui va le couper en deux et transpercer Boujak d'un seul coup de poing. Bref, c'est Sangohan au meilleur de sa fin. Qu'est-ce qu'il fait, ce leader? Et il est un petit peu particulier parce qu'il va mélanger plusieurs archétypes que j'apprécie particulièrement dans le bleu. Il va mélanger de la rampe, donc de la gestion d'énergie, de l'extension de play. Il va mélanger bien entendu du contrôle, puisque vous allez avoir accès à ce qui se fait en termes d'outils bleus pour pouvoir tenir sur vos tours, puisque c'est un deck qui va être relativement mid. Vous allez pouvoir réellement commencer à faire peur à votre adversaire à partir du T4, même si vous le verrez qu'au T2, vous allez pouvoir déjà taper dans ses points de vie. Voilà, ce qui change un petit peu, c'est le côté agression qui est apporté par l'arrivée des cartes sans effet et par les avantages qu'elle va vous procurer. En lui-même, donc c'est une carte à 10 000, jusque-là c'est classique en face non éveillée. Il va avoir le désavantage de ne pas piocher lorsque vous allez attaquer. Donc vous allez même parfois passer des tours à tout simplement ne pas aller infliger un dégât à l'adversaire, puisque vous n'en retirez aucun avantage, hein, dans le sens où vous ne piocherez pas alors que lui, il va aller chercher l'un de ses points de vie. Et lorsqu'il attaque, vous verrez qu'il a exactement le même effet sur la face non éveillée. Vous avez la possibilité de reprendre une carte de combat bleue uniquement depuis vos sources d'énergie et la remettre dans votre main et reposer en mode action. Donc l'avantage c'est qu'on pourra soutirer une carte en mode inertie, en mode action, également une carte de combat bleu dans votre zone d'énergie, ce qui va permettre, comme je vous l'ai dit, d'étendre vos plays, de pouvoir faire plusieurs choses durant votre tour qui du coup ne seront pas limitées par le nombre d'énergie que vous aurez. L'avantage aussi de cette mécanique, c'est qu'elle passe au-dessus de toutes les silver boulettes qui vont vous obliger à perdre un point de vie ou à perdre une énergie lorsque vous allez détaper des énergies. Je pense notamment au Totepo bleu qui n'est pas des plus joués, ou éventuellement au Kami vert qui, à partir du moment où vous détapez des énergies, va vous demander d'en brûler une. Là, vous n'avez pas cet avantage, ce n'est pas du ramp à proprement parler ou du détape d'énergie, c'est vraiment du switch. Un peu au même titre, il l'avait fait que
Vegeta de la toute première Anniversary Box. Il a deux possibilités pour s'éveiller. La première classique, j'ai 4 points de vie, je pioche 2 cartes, je me retourne. Mais vous le verrez que c'est pas l'éveil que vous allez utiliser le plus, puisqu'il a un autre éveil qui repose sur sa mécanique, à savoir à partir du moment où il a joué une carte sans effet depuis ses énergies, vous allez pouvoir retourner votre leader, piocher 2 cartes, tomber à 6 points de vie si vous aviez 7 ou 8 points de vie, puisque vous allez être obligé de prendre 2 points de vie, et retourner le leader. Le leader, donc en face éveillé, fait la même chose, il passe à 15 000. Par contre, il a cet avantage de pouvoir piocher lorsqu'il va attaquer, et il a également une activation combat qui va avoir son intérêt, à savoir de donner plus 5000 à une carte de combat sans capacité une fois par tour, et uniquement durant le combat. En termes d'engine, comment ça se passe? Donc je vais vous présenter l'engine principal. On va commencer par les cartes de combat sans effet, que j'ai décidé de jouer au nombre de 7. J'ai 4 Sangohan, 3 Trunks. Vous pouvez prendre n'importe quelle carte de combat sans effet, tant que c'est une carte de combat d'un coup de 2 et qui est bleue, ça n'a pas d'importance. Vous verrez des listes qui vont en jouer 8, donc 2 x 4 exemplaires. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problématique à me retrouver en main de départ avec l'une de ces 7 cartes. Quand on fait le calcul, ça donne à peu près 66% de chance de l'avoir dans sa main. Et l'avantage, c'est que à partir du moment où vous touchez votre carte sans capacité, vous le verrez par rapport à la mécanique du deck, vous allez pouvoir la cycler, et ça devient encore plus intéressant quand on en touche d'autres, puisque ça va nous apporter du potentiel d'agression. Donc on est sur 4 et 3. Au niveau de l'engine, toujours, qui va vous permettre de les jouer, puisque pour rappel, le but, ça va pas être de les poser pour 2, mais bel et bien de les utiliser depuis vos énergies pour moins cher. Vous avez 3 Vegeta et 4 Tien-Shinan. Vous avez deux possibilités, soit vous jouez en 4-3 ou en 3-4. Moi j'ai décidé effectivement de garder les tiennes pour pouvoir piocher, puisque pour information, les tiennes, s'ils sont joués pour une énergie, peuvent permettre de piocher. C'est pas forcément le play que vous allez utiliser le plus. Voilà, moi c'est une question de choix. Après, effectivement, certains vous diront de jouer 4 Vegeta, puisque le Vegeta, lui, a cet avantage de vous apporter un contre supplémentaire. Vous payez l'énergie, il arrive en jeu, ça vous donne 5000 de combos supplémentaires, et vous avez en plus annulé une attaque. Maintenant, comment ça se traduit? Juste pour l'engine à proprement parler, je dois toujours, lors de mon premier tour, charger une carte sans capacité. C'est vraiment la chose que vous devez faire, puisque ça risque de vous ralentir très fortement si vous le faites qu'à partir de votre deuxième tour. Ce qui veut dire qu'il ne faudra surtout pas hésiter à hard mulligan, c'est-à-dire à jeter plusieurs cartes de votre main, voire même l'intégralité de votre main, pour pouvoir aller repiocher vos Trunks ou vos Sangohan. Donc j'ai chargé, je passe mon tour, puisque le premier tour, généralement, vous ne ferez pas grand-chose. Je le rappelle, le leader ne pioche pas, et il n'est pas forcément intéressant d'aller attaquer, même si vous êtes deuxième, pour aller gratter un point de vie de l'adversaire, puisque vous verrez qu'un peu plus tard, on va vite devenir agressif. Votre adversaire fait ce qu'il a à faire. Vous commencez votre tour, vous avez soit un Vegeta, soit un Tien, peu importe, ça du coup ça n'a pas d'importance. Vous le chargez, vous payez du coup votre énergie bleue, puisque vous avez une capacité sur les deux cartes que je vous ai citées, donc le Vegeta et le Tien, qui vous disent payer d'énergie, jouer une carte de combat sans capacité depuis votre zone d'énergie qui est de couleur bleue et d'un coup de 2. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a ici. Je paye une énergie bleue. N'allez surtout pas payer le Tien-Shinan, puisque en soi, vous n'avez pas d'intérêt à le faire. Je joue cette carte donc dans ma zone de combat, et je vais du coup charger dans ma zone d'énergie la carte du dessus de mon deck en mode inertie. Et on verra que du coup on aura la possibilité avec notre leader éveillé de la récupérer, puisque je le rappelle, quand il attaque, vous récupérez une carte de combat bleue de votre main et vous reposez une carte de combat bleue de votre main. Donc il faut vraiment que vous ayez à chaque fois cette possibilité d'LT2, puisque votre objectif ça va être de monter à 15 000 dès votre deuxième tour, de piocher potentiellement jusqu'à 3 voire 4 cartes suivant le deck que vous aurez en face, puisque vous allez piocher jusqu'à 2 points de vie et 2 cartes par l'éveil, puis après effectivement de commencer à agresser l'adversaire. Vous allez retrouver également une autre carte dans cet engine qui a du sens, c'est
Sangohan Puissance Incroyable que j'ai décidé de jouer en 3 exemplaires. C'est une excellente carte pour le bleu et notamment pour ce deck-là, puisque pour une énergie, à partir du moment où vous avez une carte de combat sans capacité dans votre zone de combat, vous pouvez la jouer directement. Vous avez une 15 000 bloqueurs, ce qui est déjà pas aberrant en soi, mais le plus intéressant, ça va être surtout son auto qui vous permet de renvoyer une carte en ignorant barrière en dessous du deck de votre propriétaire. Un invocateur qui s'y attend pas, eh ben vous lui faites perdre son Vegeta. Ça vous permet potentiellement d'aller annihiler des Silver Bullets, de virer les drums sur un deck comme Roi Piccolo notamment. Bref, vous avez cet avantage de pouvoir remove quasi n'importe quoi en ignorant barrière, tant que c'est un coup de 3 ou moins, ce qui manquait aujourd'hui cruellement au bleu. Et puis vous avez, comme vous l'avez vu, une carte qui est 15 000 et qui bloque si vous avez besoin de gérer une agression adverse sur le tour suivant. Donc ça, c'est vraiment une carte à jouer en 2 voire 3 exemplaires qui va vous permettre de vous sortir de situations quelque peu cruciales. Maintenant, on va s'intéresser à l'unisson, qui prend, je dirais, tout son sens dans le deck Sangohan. Vous allez avoir certains qui vont décider de jouer l'unisson Baby, parce que l'unisson Baby, par rapport à celui que moi je vais vous présenter, a, je dirais, une meilleure rentabilité sur le long terme, c'est-à-dire sur une game qui risque de durer, le Baby aura largement plus d'intérêt que celui que je vais vous présenter, mais par contre, sur les premiers tours de jeu, cet unisson, à savoir Zeno, sera bien plus intéressant parce qu'il vous permet plusieurs choses, d'avoir plus d'énergie que l'adversaire et surtout il va vous permettre d'être agressif. Pourquoi ? Parce que on revient sur ce que je vous expliquais. Donc on commence notre deuxième tour. Donc on a chargé effectivement notre Tien Shinhan, on va faire venir le Trux, on s'éveille avec notre leader, on a pioché nos cartes et on a du coup cette situation-ci. Le Zeno n'a pas encore été joué. On va attaquer avec notre leader, on va reprendre une carte de combat, on va en rejouer une autre, hein, partant du principe où j'ai pas forcément une autre carte sans effet, puisque l'objectif ce sera dans la mesure du possible à chaque fois par l'effet du leader de remettre une carte sans effet pour pouvoir reprofiter de ces avantages d'être joué depuis la zone d'énergie, donc par un Tien le tour d'après. Et on est donc à 2 énergies ouvertes. Ça c'est, je dirais, le tour classique. On pose l'unisson Zeno et on fait son plus 1. Son plus 1, pour rappel, vous lui rajoutez son plus 2, pardon, 2 marqueurs, donc ce qui fait qu'il passe à 4. Donc ça devient déjà compliqué d'aller le faire tomber. Et vous rampez la carte du dessus de vos énergies. Dans vos énergies, pardon. Donc la carte du dessus de votre deck, vous la posez en mode action dans vos énergies. Ce qui fait que vous avez 3 énergies. Vous allez pouvoir taper avec votre carte sans effet, lui rajouter en plus un bonus pour la passer à 25 000 de puissance. Ce qui fait que déjà vous avez infligé une attaque à 15 000, une attaque à 25 000. Généralement, à moins que vous ayez un leader qui ait énormément besoin de défendre, eh bien vous aurez effectivement déjà infligé de dégâts. Et dès le T2, vous avez l'accès à, je pense, la meilleure carte du deck, à savoir le Janemba, qui requiert à ce que vous ayez 3 énergies, sauf que là, au deuxième tour, vous avez déjà vos 3 énergies, et qui vous permet, en renvoyant une carte de combat sans effet dans votre main, d'être joué, et d'avoir potentiellement 2 dégâts à 19 000 en critique à infliger, puisque nous sommes sur une carte à 19 000 qui a réplique. Donc en early game, en T2, à moins que vous ayez potentiellement un adversaire qui soit capable de vous placer un potentiel latent endormi ou un Quinto, ce qui est plutôt rare hein, quand on commence, et vous avez potentiellement 2 dégâts critiques qui sont garantis, qui risquent de vous donner un énorme avantage par rapport à l'adversaire, qui aura très certainement du mal à se refaire un CA sur potentiellement les tours qui vont suivre. Pour rappel, Janemba part dans la zone de dimension parallèle à la fin du tour, mais peu importe, vous aurez la possibilité d'en jouer, puisque moi, ma liste, pour information, compte 3 Janemba. J'ai oublié de le préciser, bien entendu, mais l'unisson Zeno va, lui, se jouer en 4 exemplaires. Puisque ce que vous voulez, c'est absolument avoir Zeno dans votre main de départ. Une main idéale, je dirais, c'est donc une carte de combat sans capacité, fortification d'énergie en main. Donc fortification d'énergie, ça peut être soit le Vegeta, soit le Tien, hein, ça n'a pas d'importance. L'unisson Zeno
et Janemba. Si vous avez ça en main de départ, normalement vous êtes plutôt bien et ça vous permet de faire ce que je viens de vous présenter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en termes de grosses cartes? Au-delà du Janemba, on a également la possibilité d'accélérer l'arrivée d'Obuni, que je vais jouer en 3 exemplaires, puisque pour rappel, Zeno va vous remplir une énergie tous les tours. L'adversaire aura beaucoup de difficultés à le gérer, puisque vous avez quand même un unisson qui a 4 marqueurs, certes 9000 mais 4 marqueurs. Donc soit il va servir d'épouvantail et aller tanker 4 frappes, ce qui vous avantage. Vous jouez bleu, ça vous permet de gagner une énergie supplémentaire tout en n'ayant pas eu à défendre vos points de vie. Ou alors, très clairement, s'il n'est pas touché, il va monter à 6 marqueurs au 3e tour. Et là, clairement, je pense que l'adversaire peut oublier d'aller lui infliger des dégâts. Donc, on revient là-dessus. Obuni T3. Obuni, pour rappel, qu'est-ce que ça fait? C'est une carte qui a déflexion, qui, en arrivant, vous joue 3 jetons de 15 000 et qui ont 5 000 du coup de combo power, et qui a également cette capacité de faire révéler la carte du dessus de votre adversaire. Si c'est une carte de combat, au début de son tour, vous détapez une énergie. Je vous apprends pas grand chose, mais le bleu avec une énergie est capable d'énormément de choses. Donc lui, en ayant été joué à 3 énergies, vous offre vraiment un énorme avantage. Soit va pouvoir aller agresser les points de vie de l'adversaire, soit éventuellement, si vous prenez un stop turn, je pense à un topo, je pense à éventuellement un potentiel latent endormi. Enfin, le potentiel latent endormi, malheureusement, ça tuera les tokens, mais pour les éventuelles cartes qui vont vous empêcher de pouvoir générer énormément de frappes, vous aurez 15 000 de combo power, en plus de ce que vous avez en main sur le tour d'après. Donc ça, on est pour le moment toujours sur le mid-game. Parce que ce que je vous disais, c'est que c'est un deck qui va se développer relativement sur le tard. C'est un deck qui peut réellement exploser au T4 ou au T5. Et forcément, on va lui sortir son plus beau boss monster, à savoir le Sangwan SS2. Alors le Sangwan SS2, on va pas se préoccuper de son coup en haut à gauche qui est de 10, vous ne le jouerez jamais pour 10. Vous allez le jouer pour 4. Le coup de 4, en fait, vous permet, en passant une carte de combat sans effet dans votre zone de combat, dans votre zone d'énergie, de pouvoir jouer le Trunks en question, donc pour 4 énergies bleues. Alors, pour être tout à fait précis, le coup de placer, le Trunks ou le Sangwan en énergie n'est pas obligatoire. Par contre, le fait d'avoir une carte de combat sans capacité dans la zone de combat, lui, l'est. Et donc ce Sangwan fait quoi? Il a déflexion, donc ça c'est la première chose. Donc, autrement dit, il passera la plupart des counterplays. On a une 30 000 qui est triple frappe et qui est potentiellement réplique, puisque vous avez la possibilité de sacrifier une énergie dans la zone prévue à cet effet, qu'elle soit en action ou en inertie, et de le repasser en mode action, et d'avoir également la possibilité de renvoyer l'intégralité du board adverse, sauf les cartes qui ont barrière, directement en dessous de son deck, ce qui va vous donner un énorme boss monster capable de taper 2 fois, plus le combo power que vous pourriez avoir, plus l'éventuelle d'étape que vous pourriez générer par les cartes que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Là où moi j'ai décidé d'épicer un petit peu les choses, c'est pas forcément une carte que vous verrez dans toutes les listes. Donc ça, comme je l'ai précisé, ça peut arriver T4, T5. Généralement c'est plus T4 que ça arrivera. Et au T5, donc vous avez effectivement normalement les différentes énergies que vous avez chargées durant votre tour, plus la carte de combat sans capacité que vous avez chargée avec votre Gohan, ce qui vous fait tomber donc à 5 énergies, ou voire 6, tout dépend. Vous faites un Zeno, et là, si votre adversaire potentiellement il a un board fourni et beaucoup de cartes en main, vous faites l'éventuel plus de Zeno ou non, suivant ce que vous avez en termes d'énergie, et vous posez cette carte-là. Et là, cette carte-là, pour faire simple, elle dit que vous allez infliger 4 points de dégâts à l'adversaire. Je m'explique. Le C17, qui est tout simplement injouable dans la plupart des decks, lui déjà a déflexion critique, et quand il arrive en jeu, il va renvoyer l'intégralité du board. Non, je dis des bêtises en plus. Il va envoyer, pardonnez-moi, l'intégralité de la dispersion et de la main de l'adversaire dans son deck, la vôtre aussi. Sauf que vous aurez une 30 000 qui est capable de taper 2 fois et une 30 000 critique. Et si l'adversaire, en fait, n'a pas de bloqueur, vous savez qu'il aura potentiellement pas de compte, ce qui fait que vous allez automatiquement infliger un 30 000 critique,
puisque l'adversaire, pour rappel, n'aura pas de carte en main. Et vous allez derrière infliger un 30 000 triple frappe que vous pourriez éventuellement doubler si jamais l'adversaire, je sais pas, avait 6-7 points de vie, ce qui, pour le coup, ne devrait pas arriver si vous suivez le plan de jeu que je vous ai exposé un petit peu avant. Donc voilà comment ça se passe. Bien entendu, après, on va jouer tout ce qui est, good stuff du bleu. On a déjà vu les Oboni, hein, qui font partie un peu de ces cartes phares du bleu depuis qu'elles sont disponibles sur ce TCG. On va jouer 3 Trunks, puisque l'avantage, c'est que le Trunks, vous l'avez dès le deuxième tour, un contrario d'un Soul Tracker, mais j'y reviendrai, qui lui devra attendre le troisième tour pour pouvoir gérer l'arrivée des grosses cartes. On va jouer, bien entendu, les Heroic Prospect. Donc pour rappel, le Heroic Prospect, vous payez une énergie si vous avez un unisson sur votre terrain et votre adversaire ne pourra attaquer avec des cartes qui sont supérieures à ses coûts d'énergie que s'il replace 2 cartes de sa main en dessous de son deck. Donc ça, c'est un stop turn, comme pourrait l'être la Poutine dans le deck Mechikabura ou le potentiel latent endormi dans le vert. Voilà, ça vous permet vraiment de dire à votre adversaire tu ne vas pas jouer autant que ce que tu l'espérais. Qu'est-ce qu'on va également jouer? On va jouer des contres, hein, bien entendu. On va jouer 3, moi j'en joue 4 Dimension Magic, mais vous pouvez tomber à 3 si effectivement vous n'avez pas forcément la place parce que vous avez décidé de jouer d'autres épices. On va jouer également 3 haricots magiques, puisque ça vous permet vraiment d'étendre vos plays, notamment sur déjà le fait que vous récupériez l'énergie avec votre leader tous les tours pour pouvoir faire d'autres choses, rejouer pourquoi pas une carte de combat sans capacité, rejouer un Obuni, puisque ça peut vous arriver des fois de vous retrouver à jouer 2 Obuni dans le même tour. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé avec les Senzu en main. Et pour finir, on va parler des super combos. Alors, les super combos, vous verrez différentes écoles. Vous allez avoir le super combo classique Vegeta, je draw 2 en remettant une carte en dessous de mon deck. Vous allez avoir le split de 2, à savoir le Vegeta et le Zeno, que je vais vous présenter dans quelques instants, ou moi, c'est ce que j'ai choisi effectivement aujourd'hui, à savoir de jouer 4 Zeno. Zeno, il fait quoi? Vous payez l'énergie, vous le jouez, vous piochez une carte. Généralement, on va pas faire ça. On va plutôt le garder en main, puisqu'à partir du moment où on a 5 points de vie ou moins, on va pouvoir gagner plus 10 000, donc en défense, hein, du coup, et faire la même chose que le Gohan, sauf qu'on ne sera pas contraint par le fait de devoir reprendre une carte de combat sans capacité. On pourra reprendre n'importe quelle énergie et la switcher avec une autre. Vous avez du coup plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, c'est-à-dire de pouvoir potentiellement rejouer une carte de combat sans capacité grâce à l'effet de votre du coup Zeno. Imaginons qu'on soit sur une configuration comme celle-ci, vous avez 5 points de vie, vous faites votre super combo, vous reprenez donc le C17 que je vous ai montré dans l'exemple, vous reposez un Vegeta, vous payez une énergie, donc de préférence toujours pareil, on va toujours repayer sa carte de combat sans capacité, et vous jouez le Trunks. Donc ça effectivement, ça fait partie des petites choses que vous allez pouvoir faire. La seule chose qu'on va déplorer sur ce super combo, c'est l'absence de pioche, puisque vous l'avez vu, en fait, le leader prend un énorme push en termes de cartes dans la main dès son deuxième tour. Il va piocher jusqu'à 5 cartes, hein, 2 cartes dans ses points de vie, 2 par l'éveil, 1 par l'attaque qu'il va infliger, et après il va doucement mais sûrement s'amenuire en termes de main. Ça a toujours été la problématique du bleu, c'est pour ça que notamment Soul Striker va jouer des cartes comme le Goré qui va lui faire piocher 2. À éviter dans ce deck là, puisque pour information, hein, si vous mettez des cartes qui sont d'une autre couleur que le bleu, avec le +2 de votre unisson, vous avez de fortes chances de pouvoir les poser dans votre zone d'énergie, et là vous allez vous retrouver coincé puisque votre leader lui ne pourra pas les récupérer par son effet. Donc clairement c'est quelque chose qui est à éviter. On n'a pas parlé de la secrète. Alors si j'avais l'accès à celle-ci, je pense que ce sera sans surprise aucune, vous jouez Baby Hachiek. Moi j'ai décidé de jouer cette secrète là. Je pourrais jouer la secrète Kai puisque j'ai accès également à cette carte, mais j'ai préféré jouer la héroïne. Pourquoi? Parce qu'on va revenir sur le super combo. Alors ça c'est un peu, je dirais, le combo épicé
qui n'est pas forcément un truc qui peut vous retourner une game, mais qui peut être absolument dévastateur si votre adversaire ne fait pas attention. On part dans un monde où je suis full tap. J'ai plus d'énergie. Mon adversaire, c'est que j'ai plus qu'un seul point de vie. Et là, je lui annonce pas de contre. Qu'est-ce que je fais en tant que joueur? J'attaque avec une carte de combat, admettons. Je vais lâcher ma main dessus. Parce qu'effectivement, je veux finir le dernier point de vie. Je sais que mon adversaire pourra pas tanker l'attaque. Et bien là, à ce moment-là, moi, je lui pose un super combo Zeno. Je switch une énergie. Alors peu importe, hein, soit je remets la même, soit je remets une autre. Et je paye 1 pour héroïne et je pique. Voilà pourquoi j'ai décidé de jouer héroïne. C'est vraiment pas la meilleure secrète pour ce deck, hein, puisque Baby Check vous fait gagner un tour complet. Hein, et dans ce deck-là, ça va avoir énormément d'impact que de gagner un tour, hein, tout comme la plupart des decks bleus. Mais si vous n'avez pas accès à cette carte, héroïne, pour information, hein, c'est une carte qui cote entre 65 et 80 euros. Et je vous invite à investir dessus. Vous pouvez aussi, hein, si vous le souhaitez, jouer la secrète Kai. Si vous avez le budget. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous allez retrouver sur vos tournois locaux. Est-ce que vous allez retrouver des gens qui vont jouer Roi Piccolo ou Soul Striker qui sont très dépendants de leur unisson, ou est-ce que vous allez jouer contre des decks qui sont potentiellement plus axés sur l'agression à la carte de combat? Je pense à Vegex, je pense à tous ces decks-là qui vont spammer le board et qui vont vous lâcher un all-in sur une battle. Si vous avez accès à Héroïne, je vous invite à la tester avec les super combos Zeno, bien évidemment. Donc on a un peu vu la liste, les différents plays que l'on peut faire. Maintenant, je voudrais qu'on parle des subtilités du deck. Hein, je vous en faisais la mention au début de la vidéo, notamment de par l'utilisation de l'unisson Zeno. Donc on rappelle, hein, l'unisson Zeno, plus 2, vous prenez la carte du dessus de votre deck, vous la placez dans votre zone d'énergie en mode action. À la fin du tour, elle disparaît, elle est placée dans votre zone de dispersion. Vous n'avez pas la possibilité de la garder. Ce qui fait que vous avez deux choix qui s'offrent à vous avec votre leader, puisque, encore une fois, l'objectif, c'est de le voir comme un avantage et non un inconvénient. Donc, admettons, je fais le plus 2 de mon Zeno, d'accord? Je rentre cette carte, qui est une carte de combat mono bleu. J'attaque avec mon leader. Mon leader me dit, pioche une carte quand tu attaques. Par contre, la deuxième partie de mon effet, je ne peux la résoudre puisque, pour rappel, je suis censé reprendre une carte dans ma main et en reposer une autre. Sauf que le permanent de mon Zeno dit qu'à partir du moment où j'ai placé une carte dans mes énergies, je n'ai pas la possibilité d'en replacer une autre par un quelconque effet, et ce jusqu'à la fin de mon tour. Comment ça va se traduire dans ce cas-là? Donc j'ai pioché ma carte par l'auto de mon leader, je reprends la carte que j'ai placée dans mes énergies avec le Zeno, si c'est une carte bien entendu de combat bleu, je la mets dans ma main, et la deuxième partie de l'effet ne se résolvant pas, et bien à ce moment-là, j'ai tout simplement fait un draw 2. Alors certes, la deuxième carte, vous allez devoir la révéler à votre adversaire, sauf que vous avez du coup quand même récupéré 2 cartes, et vous n'aurez pas besoin à la fin de votre tour de placer une carte de l'effet du plus 2 de Zeno dans votre zone de dispersion, puisqu'elle a déjà été récupérée par votre leader. Autre chose également, on va parler donc du Sangohan. Le Sangohan, hein, je le répète, se paye pour 4 énergies et vous permet de placer une carte de combat dans votre zone de combat qui n'a pas de capacité dans vos énergies. Si vous avez déjà fait le plus 2 du Zeno, vous pourrez effectivement quand même jouer donc le Sangohan pour 4 énergies, mais vous ne pourrez pas résoudre la deuxième partie de l'effet qui est de placer justement la carte de combat en question dans votre zone d'énergie. Ça peut être inconvénient, mais ça vous permet aussi de pouvoir accéder à un Janemba le même tour où vous allez poser le Gohan, puisque votre carte de combat sans capacité restant sur le terrain, vous allez pouvoir replacer 2 attaques en réplique et critique, et derrière éventuellement d'aller finir votre adversaire avec une 30 000 plus qui sera elle en triple frappe et qui peut également gagner l'équivalent d'une réplique avec son effet supplémentaire de renvoyer le board dans le deck de l'adversaire en cassant une énergie. Vous avez un peu tout vu du deck. En termes de match-up, qu'est-ce que j'ai pu tester? J'ai pu tester Dark Broly,
lorsque j'avais proxy le deck, puisque j'avais la majorité du good stuff, il me manquait que l'archétype qui était sorti en BT13. Contre Dark Broly, vous avez un énorme avantage que le bleu ne possède pas, c'est que vous avez de l'agression. Le Dark Broly défend extrêmement mal en early, puisque tant qu'il n'est pas éveillé, Samouraï de Chine, eh ben, il l'oublie. Et là, dès le T2, vous allez pouvoir lui infliger un dégât avec votre leader, potentiellement, ou lui faire perdre des cartes de sa main, et donc c'est tout autant bonus pour vous. Un dégât avec votre carte de combat sans capacité qui tapera quand même à 25 000. Donc là, je pense que l'adversaire défendre avec 4 cartes en main à lâcher, c'est un peu dérangeant. Puis, et c'est là, je pense, le plus important contre Dark Broly, vous allez pouvoir effectivement infliger 2 dégâts critiques avec le Janemba, puisque le Janemba arrive dès le T2, et toujours pareil, une carte à 19 000, autrement dit 20 000, ils ont mis 19 juste pour le plaisir de ne pas faire un chiffre rond, obligera votre adversaire à perdre jusqu'à 3 cartes en main s'il décide de défendre ses attaques. Donc autrement dit, Janemba arrive en jeu, c'est quasi sûr que vous allez infliger 2 critiques à Dark Broly. On va retrouver à peu près la même... je dirais la même dynamique de jeu face à Mecha Freezer. L'avantage aussi de Mecha Freezer, c'est que si vous commencez, ou même si vous êtes deuxième, vu que vous n'allez rien faire sur votre T1, votre énergie, elle sera toujours ouverte, ce qui va l'empêcher de générer du CA à travers ses rassemblements l'univers 9, ou moins de CA tout du moins, puisqu'il ne pourra pas jouer notamment le Chapil ou le Basile, même s'il fera quand même sa draw 2. Par contre, vous allez, et ça a toujours été la problématique du bleu de manière générale, vous allez en chier face à Vegex, vous allez en chier face à Roi Vegeta agressif, vous allez en chier en fait face à l'agressif, à l'aggro en général, puisque c'est un deck en fait qui a besoin de s'installer pour pouvoir obtenir des outils défensifs. Par contre, l'avantage, c'est que l'unisson arrive dès le T2. Donc encore une fois, les grosses cartes pourront être gérées dès votre deuxième tour de par l'arrivée effectivement du Trunks SS technique anti-dieu. Vous allez également pouvoir obtenir rapidement des bloqueurs. Vous allez peut-être spammer, parce qu'on en joue jusqu'à 3 si vous jouez des haricots magiques, puisque pour rappel, le bloqueur ne coûte qu'une seule énergie. Mais c'est vrai que voilà, ça a toujours été la grosse problématique du bleu en général et de ce deck-là, c'est que l'ultra-agression va lui poser pas mal de soucis. Voilà pour le profil. On en fera très certainement d'autres au fur et à mesure des jours, voire des semaines qui vont se dérouler sous la méta BT13. Alors c'est pas forcément le meilleur des decks. Je pense que Soul Striker sur le moyen terme est bien meilleur. Sauf que si vous voulez un deck qui soit moins cher, qui change un petit peu effectivement du trancheur d'âme, je vous invite à le monter, je vous invite à le tester. Vous avez toujours la possibilité soit d'aller proxy et de vous installer sur les différents Discord qui sont proposés par la communauté, voire même éventuellement de monter une liste sur Untap et de voir comment ça tourne. Moi personnellement, je reste disponible si vous avez des questions. Je n'ai délibérément pas parlé du side parce que je pars du principe où les gros événements sont en BO1. J'ai un side en tête, donc au besoin, c'est des choses que l'on pourrait potentiellement voir, ensemble. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, même éventuellement nous lâcher un message privé à Ismaël ou moi, et on se fera un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée, puis je vous dis à bientôt. Bisous.